Bonjour à tous. Donc, merci de cette opportunité d'échanger sur ce sujet passionnant. Donc, effectivement, je suis à l'ORS, l'Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises. On est une association qui existe depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, qui réunit différentes parties prenantes, nous-mêmes, dans cette structure, des grandes entreprises, des plus petites entreprises, des organisations syndicales. La CFDT fait partie de l'ORS, et également des fédérations professionnelles. Et donc l'objectif de l'ORS, c'est de rassembler toutes ces parties prenantes autour des sujets de la RSE et d'essayer de voir ensemble les pratiques, les idées, les approches autour des possibilités que les entreprises peuvent mettre en place pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Et pour cela, on s'organise en plusieurs thématiques. On a une thématique dédiée sur la gouvernance, une autre sur le pilier social. On travaille aussi beaucoup sur le lien avec la finance, le monde financier. On a une forte présence du monde financier dans nos membres, ce qui nous permet de faire les ponts entre les entreprises classiques et le monde de la finance et les attentes du monde de la finance sur la RSE. Et le dernier pilier, c'est un pilier très technique aussi, qui est sur tout ce qui est reporting et performance, puisque comme vous le savez, la RSE, il existe aujourd'hui une loi qui oblige les entreprises, certaines entreprises en tout cas, de faire un reporting sur le sujet. Donc voilà, il y a des interrogations des entreprises autour de ces sujets. Et donc sur la thématique des parties prenantes, c'est pas un sujet nouveau pour nous. En tout cas, le comité parties prenantes n'est pas un sujet nouveau pour nous, puisqu'en fait, dès 2010, on avait sorti une étude sur ce sujet, en tout cas qui parlait plus largement du dialogue parties prenantes et qui se posait des questions sur la méthodologie sur ce sujet. Et d'ailleurs, juste pour boucler la présentation de l'ORS, c'est un peu notre marque de fabrique de faire des études assez approfondies sur les sujets. Les dernières en date, on a fait un gros travail sur la RSE et la gouvernance en lien avec la loi Pacte. Donc on a regardé différentes thématiques sur ce sujet, tout est en libre accès sur notre site internet. Et un dernier sujet aussi, pour vous dire un petit peu ce qu'on fait, qui n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, mais qui est très intéressant également, c'est on a fait une enquête sur le regard des pairs, le regard des hommes sur les politiques égalité professionnelle. Donc on a donné la parole aux hommes pour parler de ces sujets, puisqu'en fait on se dit que ce n'est pas d'intérêt que ça soit un sujet de femmes si on veut avancer sur ces sujets-là. Voilà un petit peu pour la présentation de l'ORS. C'est pour la typologie. Alors je n'irai pas jusque-là parce que je vais donner quelques approches. Alors je ne sais pas combien de temps vous me donnez, parce que du fait, j'ai scindé ma présentation avec d'abord présenter un petit peu les origines, ce qu'on a vu, d'où vient ce sujet, est-ce qu'on en parle depuis longtemps. Donc je vais commencer là-dessus et vous me direz si je continue un petit peu parce que j'ai plutôt fait des typologies autour des objectifs. Très bien. C'est comme ça que j'ai réussi à voir un petit peu comment on pouvait, entre guillemets, classer ces types d'approches. Donc déjà, au niveau des informations qu'on a sur ce sujet, donc comme je vous le disais, en 2010, on avait déjà travaillé sur cette thématique et on avait donné une définition. On avait dit le label est un forum dédié au dialogue et à l'apprentissage mutuel qui, s'il est efficace, peut nourrir la prise de décision de l'entreprise. Voilà déjà en 2010 ce qu'on disait sur les panels. Aujourd'hui, le sujet a été remis à l'ordre du jour, comme vous l'avez bien évoqué, avec le rapport Nota-Sénar, qui a remis en fait les discussions sur deux sujets. Mais c'est, comme je vous disais, pas un sujet nouveau. Et en faisant mes petites recherches en préparation de cette intervention, je regardais quelles étaient les premières mises en place de comités dans les entreprises. Et je retrouvais que c'était, dans ce que j'ai pu trouver, la première entreprise vraisemblablement à l'avoir mis en place. C'est une entreprise étrangère, c'est Danone, une entreprise du secteur chimie, et c'était en 92, pour vous dire que le sujet n'est pas nouveau. Donc on voit que c'est des thématiques qui reviennent et on se pose de nouvelles questions méthodologiques. On a fait, nous, comme je vous disais, un travail sur RSE et gouvernance, et dans ce guide, dans cette étude, on s'est posé la question de combien d'entreprises du CAC 40 avaient un comité RSE. Aujourd'hui, un comité RSE partie prenante externe, je précise. On est à 28% du CAC 40. Et là, je ne pose pas la question du rattachement. Donc, c'est
largement en fonction de comment l'entreprise en parle. On a pris tout type de comités qui étaient cités dans les communications, les documents de référence des entreprises. On a regardé aussi, j'ai regardé aussi les termes utilisés. Et c'est une des spécificités aussi, une difficulté pour nous, en tout cas dans la recherche, c'est qu'en fait, personne ne parle de la même chose. On parle de comités parties prenantes, de panels, bon jusque-là ça va, mais après c'est comités scientifiques, critical friends, c'est les comités génération future aussi on voit, on a vraiment différents termes utilisés, donc la recherche est un peu plus pointue pour pouvoir bien retrouver les informations, et ça l'est d'autant plus difficile quand on est sur l'international, parce que là, en fait, en termes de littérature, il y a très peu de choses aussi qui sont aujourd'hui données sur ce sujet. Mais est-ce que vous retrouvez des points communs, malgré les dénominations différentes? Est-ce qu'il y a quand même une trame commune? Alors, commune, je ne sais pas si on peut appeler ça une trame commune, mais j'ai essayé de lister tous les termes utilisés pour définir l'objectif qui était donné à ces panels. Alors les termes utilisés, donc j'ai pas fait de pourcentage en fonction des termes, donc c'est assez large. Aider, soutenir, challenger, consulter, avertir sur des problèmes et des tendances, influencer, enrichir la réflexion, avoir un regard critique, examiner, co-construire. Et on voit que les termes utilisés sont quand même assez larges et sont plus ou moins éloignés entre conseiller et co-construire. Voilà, la place de ce comité ne va pas être le même. Donc là, on voit effectivement que des trames communes, on peut en avoir effectivement, on peut se poser la question de la composition. Là, on va avoir la difficulté de la transparence, parce que tout le monde n'explique pas exactement les informations précises de l'organisation de ces comités. Donc là, nos recherches vont un petit peu être compliquées. Mais comme je vous le disais, j'avais essayé de classifier en trois, alors peut-être qu'il y en a d'autres, et ça serait intéressant d'avoir vos réactions, en trois grands types d'objectifs. Pour moi, j'en ai un qui est sur la discussion ouverte. C'est-à-dire, en fait, on ouvre la discussion, on a envie d'avoir des idées nouvelles. On voit en fait des entreprises qui vont poser la question, pour vous, quels sont nos enjeux RSE prioritaires, quels sont nos enjeux importants de développement durable. Ils nous font une liste assez large et chacun, en fait, le tour de table des différentes parties prenantes sur, pour vous, qu'est-ce qui est important. Donc j'appelle ça un peu la discussion ouverte. On part un peu d'une page blanche et on essaye d'avoir des idées nouvelles. Ensuite, le deuxième point, c'est plus tester, valider. On présente quelque chose et on a envie d'avoir des réactions. Donc là, ça peut être aussi, par exemple, la présentation du rapport développement durable. Ça a été souvent fait dans certaines entreprises d'utiliser le comité partie prenante pour avoir un avis sur est-ce que mon rapport il est clair, est-ce qu'il répond à vos attentes, est-ce que vous avez des compléments à ajouter, enfin en tout cas qu'on devrait ajouter. Et le dernier objectif, c'est gérer un problème. Alors là, ça va être beaucoup plus pointu, ça va être sur un sujet, par exemple, s'il y a des comités parties prenantes sur la biodiversité, quand c'est un enjeu fort pour l'entreprise, donc elle va peut-être soumettre un dilemme qui peut lui être, auquel elle doit faire face. Et donc là, voilà, l'objectif du panel va être de co-gérer, en tout cas de demander conseil à ce panel sur une problématique qu'il a identifiée. Donc voilà un petit peu mes trois grands objectifs. Et est-ce que vous pouvez déjà, au travers de votre étude ou de votre veille, quelles sont les opportunités et les limites que vous pouvez poser au sujet, que vous observez aujourd'hui, tant en France qu'à l'étranger, puisque j'ai bien compris que vous aviez une vision assez large? Alors là, en fait, ça va rejoindre un peu mes questions un peu sur parce que je les liste un peu comme des opportunités et limites, en tout cas des interrogations à avoir sur la méthodologie. J'avais un peu listé, je vais vous dire, les différents points sur lesquels je me dis, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais où je mets l'accent. Déjà, la limite qui peut s'opposer à une entreprise directement dès la première étape, est-ce qu'elle définit bien l'objectif de son panel,
parce que s'il n'est pas clair pour elle, il ne sera absolument pas clair pour son panel. Et donc, la discussion risque d'être compliquée. Et donc, c'est très important d'avoir une idée très claire. Une idée très claire aussi de sa place dans la gouvernance. Où se positionne ce panel ? Quel lien il a avec les hautes instances ? Qui l'organise ? Est-ce que c'est la direction RSE ? Est-ce qu'elle est soutenue par la direction générale de l'entreprise ? Quel lien, et ça vous concerne particulièrement, c'est avec les instances des organisations syndicales, comment le lien est établi. Et un point aussi important, alors tout dépend aussi de la fréquence, etc. Donc là, on fait le lien avec l'objectif. Si par exemple votre objectif du panel, c'est aidez-nous à co-construire, à nous challenger sur notre politique RSE, la question du timing. Quand se situe cette discussion ? Est-ce qu'elle a lieu avant ou après la discussion autour de la stratégie de l'entreprise ? Parce que ça va impacter totalement la prise en compte de ces discussions dans les discussions finales de l'entreprise. Et par rapport à ça, on avait fait un petit travail. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept de matérialité. La matérialité, dans le jargon de la RSE, parce qu'on s'est emparé de ce terme, c'est de demander à vos parties prenantes, internes et externes, quelles sont vos priorités, les enjeux RSE. Et en fait, techniquement, généralement, ça se matérialise dans les publications des entreprises avec un schéma, avec d'un côté, vous avez les attentes internes et les attentes externes, et ceux qui sont en fait en haut à droite de votre schéma sont vos enjeux importants, puisqu'il y a une convergence entre les deux visions. Et en fait, on avait posé la question à nos membres, à l'ORS, est-ce que votre travail autour de votre matérialité, avec vos parties prenantes, est fait avant ou après votre définition de la stratégie. Et 17% des entreprises, c'était, seulement entre guillemets 17% des entreprises le faisaient en même temps que la construction de la stratégie globale de l'entreprise. Donc c'est pour ça que ça pose une vraie question, le timing, qui entraîne qui va être soit un point positif, soit un point négatif pour la place du panel et son rôle dans l'entreprise. Je ne sais pas si vous voulez que je continue à dérouler un petit peu les points méthodologiques. Peut-être, ça peut être intéressant effectivement, et éventuellement, si c'est possible, faire émerger quelques bonnes pratiques de votre point de vue, justement sur un fonctionnement optimum des comités des parties prenantes, tel que vous le lisez au travers de ce que vous observez, hein, évidemment. Alors, en fait, je pense que déjà, une bonne pratique générale, c'est de se poser bien les bonnes questions sur, effectivement, pas, entre guillemets, cocher la case, de se dire, bon, on va le faire, c'est à la mode, on va suivre la tendance, c'est de se dire vraiment à quoi ça va servir pour mon entreprise. Parce que chaque entreprise a des niveaux différents autour des thématiques de RSE, a une culture d'entreprise différente, et donc pour chaque entreprise ça va être complètement différent. Donc c'est vrai que ça, pour moi c'est un point important. Et alors je continue sur mes questions un peu effectivement méthodologiques. On vient à la question des participants, qui est stratégique et qui est vraiment un point aussi qui prend du temps aussi aux entreprises quand elles constituent ce type de panel. C'est qui je mets autour de la table et quelle représentativité je vais avoir et comment construire un bon équilibre. Et là, on en vient aux questions de je suis une entreprise internationale, est-ce que mon comité est international ou alors je le fais plutôt plusieurs comités locaux parce qu'en fait mes enjeux vont pas être les mêmes, mes discussions vont pas être les mêmes. Donc, et là, on revient vraiment à la question de l'objectif. C'est de se dire à un moment donné qu'est-ce que vous voulez, quelle utilité on va en avoir et donc derrière quel type de participants on souhaite avoir derrière. Ensuite, quand je parle d'équilibre, c'est aussi de représentativité. Je reviens par exemple à l'idée de se dire tiens, j'ai envie de demander à mes parties prenantes quels sont mes enjeux importants, de me faire challenger. Si vous avez plus de parties prenantes environnementales, peu importe qui vous êtes, peu importe quels sont vos enjeux matériels importants, vous allez avoir des enjeux environnementaux qui vont remonter en premier. Parce qu'il y a une représentativité dans la salle et que c'est ceux-là qui vont remonter. Et quand vous les recevez, vous vous dites non, mais c'est pas en lien avec exactement avec ma stratégie, avec qui je suis.
mais en fait c'est juste un jeu de paroles qui va impacter le résultat final. Donc ça, c'est vraiment un point important. La question, effectivement, on revient à la question de la présence ou pas d'un représentant du personnel, du lien avec les instances. La question se pose vraiment, parce qu'en fait, c'est aussi une question, et je reviens à la question du timing. La question, c'est de se dire, par exemple, si vous faites valider ou challenger, ou vous avez envie de présenter une première ébauche de votre politique RSE, vous le présentez à votre panel de parties prenantes, et dans la salle, vous avez un représentant syndical. Est-ce qu'il a eu l'information avant, en interne? Est-ce qu'il la découvre en même temps que des acteurs externes? C'est important, parce qu'en fait, au bout du compte, s'il la découvre en même temps, ça peut avoir l'effet inverse, en fait. Ça peut être complètement contre-productif, parce qu'il va réagir en disant « mais je découvre en même temps que les autres, comment ça se fait que moi, j'ai pas l'information en interne, on aurait dû être associés en amont ». Donc c'est vraiment important, parce que derrière, cette bonne pratique, que je considère comme une pratique intéressante, peut être contre-productif. Je continue sur les règles quand vous demandez aux personnes de s'exprimer. Elles s'expriment comment? Par exemple, si je fais effectivement toujours mon idée de voilà, dites-moi mes enjeux importants, et que tous les sujets de la RSE sont abordés pendant la réunion, et que vous avez un expert environnemental. Est-ce que l'expert environnemental va être capable de vous dire quels sont vos enjeux sociaux? Est-ce que c'est un intérêt de lui poser la question sur les enjeux sociaux alors qu'il va vous répondre en tant que citoyen et pas en tant qu'expert? Et donc là, en fait, votre réponse ne sera pas la même. Et donc, vous ne pouvez pas la prendre de la même manière. Donc, l'organisation du débat, le dialogue, comment vous allez le mettre en place, c'est important de l'étudier avant, de se dire comment je souhaite challenger les personnes autour de la table en fonction peut-être de son expertise, ou alors, peu importe, je ferai le tri de me dire il y a aussi une partie de réponse citoyenne dans ce débat. Ouais, ce qui veut dire que le choix du casting, si j'ose dire, était quand même très structurant. Très important, mais surtout structurant sur ce qu'on veut en retirer et la manière dont on veut piloter et profiter des enseignements de ce comité. Voilà, et juste le lien, vous me demandiez des bonnes pratiques. C'est vrai que j'ai vu des comités parties prenantes avec la présence du DG. C'est vrai qu'on peut pas se dire... On peut que se dire que ça a d'autant plus d'importance après dans l'entreprise quand vous avez un haut représentant qui vient écouter toute la réunion, parce que c'est pas juste arriver à la fin, c'est toute la réunion, parce que généralement ça peut durer c'est des journées, généralement, ou de demi-journée ou journée, les comités de parties prenantes. Et quand effectivement le DG passe la journée avec vous à vous écouter et à remonter les informations, on se dit que la place de ce panel a une certaine légitimité dans l'entreprise. Et pareil pour les bonnes pratiques, l'accompagnement du panel. Les informations en amont, les informations après. Qu'est-ce que vous faites des informations que vous allez récolter pendant cette réunion? Ça crée la confiance, parce que sinon, en fait, la partie prenante va se demander à quoi a servi sa parole. Savoir aussi ne pas trop attendre d'une partie prenante. Je reviens toujours à mon idée de faire réagir en général sur quels sont mes enjeux RSE. Des fois, c'est pas évident pour la partie prenante, pour une entreprise, généralement des grandes, avec des activités complètement différentes, qu'on ne connaît pas toujours bien, parce que des fois, on a une idée d'une entreprise avec une activité particulière, mais en fait, elle en a plein d'autres, mais elles sont moins connues du public. Et donc, du fait, c'est de se dire, est-ce que je suis capable d'avoir cette visibilité-là, moi qui connais cette entreprise un peu comme un citoyen lambda, de pouvoir vous dire quelles sont vos priorités. Des fois, la pression sur les parties prenantes peut interroger, de se dire, mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi exactement? Donc, et je reviens à la règle claire, c'est pour ça qu'elle est importante, parce que aussi, vous allez peut-être déstabiliser votre partie prenante, où elle va se dire, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Et elle va plutôt se fermer que d'échanger, et ça risque de ne pas arriver aux apports voulus. Je continue sur l'animation. C'est important aussi de bien savoir comment vous souhaitez animer. Est-ce que vous prenez un tiers indépendant, externe, qui est celui-là? Comment il va donner la parole? On a
Ça joue aussi sur l'humain, hein. C'est une réunion de personnes. Donc il y a des personnes qui parlent plus que d'autres, qui vont se faire plus entendre. Et c'est pas pour autant qu'elles ont plus de choses intéressantes à dire, mais c'est juste que ça se passe comme ça. Et donc de se dire à un moment donné comment l'expert va pouvoir organiser ce débat-là. Il y a aussi la question du renouvellement des représentants. Je fais souvent référence à un document, alors j'ai l'impression qu'il est plus public, mais il était très intéressant. C'est le Forum citoyen pour la RSE qui avait écrit, c'est en 2011, je l'avais dans mes archives donc ça tombait bien, un document justement sur les questions méthodologiques et les conseils autour de ces comités parties prenantes. Et il abordait des questions que je n'avais pas vues ailleurs, notamment par exemple sur ce renouvellement des représentants, en disant il est important qu'une partie prenante change de représentant, qu'elle n'envoie pas plus de 5 fois la même personne. Pourquoi ? Parce que sinon on crée une communauté qui ne se challenge plus, qui se connaît, et qui en fait n'est plus dans ce côté un petit peu titillant qu'on voudrait de ce panel. Ça devient plus une discussion et peut-être que ça va justement un petit peu aussi freiner le débat et les nouveautés. Donc ils alertaient là-dessus. Et un autre point important, et je terminerai sur ces côtés méthodologiques, un point qui me semble vraiment important, c'est la ressource des parties prenantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même se poser la question de se dire comment les parties prenantes s'organisent de leur côté pour pouvoir apporter leur expertise aux entreprises. Et justement, le Forum citoyen pour la RSE avait écrit, alors je vais pas utiliser les termes exacts, mais en gros, il paraît gênant pour une ONG de pouvoir expliquer qu'elle entre guillemets paye un salarié qui va travailler pour une multinationale. Comment en fait la question en fait des ressources au niveau des ONG, des parties prenantes en général, est posée. On voit des entreprises qui rémunèrent ce travail. La question est posée. La question va se poser de se dire si elle me rémunère, est-ce que mon propos va pas être changé parce que en fait je suis intéressée par cette rémunération. Donc on peut se poser la question. Mais c'est vrai que c'est pas pour moi une question qu'il faut complètement mettre de côté, parce que comme vous le voyez, on est dans un mouvement où les entreprises soit l'ont déjà fait, soit se disent tiens c'est une bonne pratique, et à un moment donné il y a la fatigue derrière de ces parties prenantes en termes d'organisation qui ne sont pas toujours staffées pour pouvoir arriver à pouvoir éplucher des documents d'entreprise. Et même derrière, ça pose la question aussi de ce que veut l'entreprise. De se dire à un moment donné, si elle veut vraiment un regard d'expert, qui a travaillé, qui s'est préparé, il n'y a pas de secret. Il y a la question de rémunération vont se poser. Et peut-être qu'il faut qu'elle soit transparente. Il y avait justement toujours dans ces recommandations de se dire à un moment donné, mettez-les sur la table, ces questions. Dites que vous avez une participation. Il y avait aussi la question, et c'était un point intéressant, de pouvoir mettre en transparence les liens financiers que les parties prenantes autour de la table ont avec l'entreprise. Parce qu'à un moment donné, c'est intéressant aussi de savoir quel lien est-ce que l'ONG est sponsorisée par l'entreprise ou pas. Enfin, ça change aussi le débat quand il y a... Enfin, en tout cas, ça peut changer le débat et ça peut interroger. Donc, c'est des points de transparence qui peuvent être aussi très importants. Et je terminerai là-dessus. La transparence aussi vaut aussi pour les organisations. C'est-à-dire d'expliquer, de dire où elles sont impliquées dans les différents comités de parties prenantes des entreprises.